suis Armelle Danet, je suis administratrice de la clé, responsable de la commission parité politique, femmes et politique. Veuillez m'excuser, c'est notre présidente Jocelyne Adrian qui devait faire l'ouverture. Malheureusement, elle a été convoquée au ministère à une réunion mais qui devrait s'achever là maintenant. Alors la clé, c'est la coordination française pour le lobby européen des femmes. Et nous sommes donc une ONG, un réseau de plus de 60 associations françaises qui militent pour l'égalité des femmes-hommes et pour les droits des femmes sur le territoire national. Nous œuvrons principalement par le plaidoyer auprès du gouvernement, du Parlement en France, mais également en Europe et au plan international. Alors, Maria Arena, ici présente, est une femme politique belge depuis ses 33 ans. Elle a occupé plusieurs postes ministériels, dont celui de ministre-présidente de la communauté française, position pour laquelle elle était la seconde femme à l'exercer. Elle s'est intéressée très tôt aux affaires européennes, a créé un fonds européen qu'elle manage. Elle a été sénatrice, où elle s'est intéressée aux affaires internationales et à l'Europe. C'est donc tout naturellement qu'elle est devenue députée européenne en 2014. Au Parlement européen ces dernières 5 années, elle a été un pilier de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, où elle s'est battue avec courage et intelligence, notamment pour un congé parental, dont vous avez dû entendre parler, un congé parental rémunéré. Elle est également membre de la Commission Commerce International, Emploi et Affaires sociales. Je vais donc lui laisser la parole. Alors, quels ont été les combats qu'on a menés au niveau européen? Premier combat, je l'ai dit, les congés. Les congés, répartir la charge parentale sur les 2 parents pour éviter que nous ne renforcions les stéréotypes classiques patriarcaux dans lesquels nous vivons aujourd'hui en Europe. Donc nous avons gagné, donc il y a à peine 3 heures, l'Allemagne a bloqué encore pendant 1 heure la négociation du trilogue, mais finalement on a débloqué la situation, donc c'est gagné, on l'a, la directive. Deuxième sujet, mais pour lequel malheureusement j'aurais bien voulu qu'un État membre mette le sujet sur la table, c'est la représentation des femmes dans les conseils d'administration. Alors ça, c'est hallucinant. Autant je peux comprendre l'argument de M. Macron qui dit « ça coûte ». C'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas nier que passer de 390 € à 65% du salaire avec des plafonds et qui mettent à 1 200 € le salaire de complément, oui, ça coûte. On ne va pas dire des mensonges. Moi, je ne suis pas populiste, donc je ne dis pas des mensonges. Oui, ça coûte. Autant les femmes dans les conseils d'administration, ça ne coûte rien. D'ailleurs, un jour, j'ai dit, avec beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour, j'ai dit, en fait, au contraire, ça coûte moins cher, parce qu'en général, on est payé moins cher. Et donc, ça leur coûterait moins cher, les entreprises, d'avoir des femmes, vu qu'elles, allègrement, quand ça les intéresse, elles nous payent moins. Et donc, elles devraient être ravies d'avoir des femmes dans les conseils d'administration, ça leur coûterait moins cher. Ah ben non, ça ne les a pas convaincues. Et la position, qui est la position du Parlement actuellement sur la proposition de la Commission sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration, ne sont pas des quotas figés. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre les quotas, mais c'est d'aller vers une tendance de représentation à minimum 30% dans les conseils d'administration. On ne dit pas demain les conseils d'administration doivent être à 30%. On dit il doit y avoir des mécanismes qui permettent d'aller vers 30% et les entreprises ont encore la possibilité de dire qu'elles n'en ont pas et elles peuvent le justifier par des arguments qui sont acceptables. Elles en trouveront, évidemment. Donc ce n'est pas un dispositif qui est extrêmement contraignant, ce qui est aujourd'hui sur la table. Même ça, non seulement il n'y a aucun État membre qui l'a mis dans ses priorités, et donc quand on dit qu'on est pour l'égalité, pour la représentation, voilà, à un moment donné, il faut passer aux actes, mais en plus, ils ont décidé de ne pas en parler. Je vais donner d'abord la parole à Franziska Brandner, qui illustre tout à fait la notion de profil mixte que j'évoquais à l'instant, puisque à la fois universitaire,
et politique, un profil marqué par le multilatéralisme, les droits des femmes et l'Europe. Vous êtes diplômé de Sciences Po et de Columbia, vous êtes également docteur en sciences politiques, collègue donc de l'université de Mannheim. Vos contributions en matière de droits des femmes, elles sont nombreuses. Elles ont eu notamment pour cadre le suivi de la conférence de Pékin, l'élaboration du cadre européen pour la mise en œuvre des résolutions femmes, paix et sécurité de l'ONU. Vous avez également beaucoup travaillé sur les questions de politique étrangère et de sécurité commune. Vous avez été députée européenne pour les Verts allemands entre 2009 et 2013, et puis depuis vous êtes députée au Bundestag. Nous avons maintenant des élections européennes devant nous, et quand souvent mes concitoyens et concitoyennes me demandent pourquoi j'irai voter, et je leur explique une chose, et je leur dis, vous avez vu le Brexit, vous avez vu que les jeunes qui ont moins de 24 ans, excusez-moi, ont voté, et dans les sondages, ils ont dit à 75% qu'ils veulent rester au sein de l'UE. 75%. Les plus âgés, qui ont eu plus de 60 ans, ben c'est l'inverse. La différence, c'est que les uns sont allés voter et les autres non. Et c'est ça ce qui a fait la différence à la fin. Hein. C'était très serré le référendum. Si les jeunes s'étaient mobilisés, allaient voter, on n'aurait pas de Brexit aujourd'hui. Du coup, si vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre décide de votre futur, mais allez voter. C'est aussi simple que ça. À la fin, c'est serré. Maria Strachigaki va intervenir à présent. Maria et on se connaît bien depuis assez longtemps, est aujourd'hui toujours l'illustration de ces profils mixtes et qui alternent différentes formes d'engagement. Maire adjointe d'Athènes, petite ville de 5 200 000 habitants, déléguée à la solidarité sociale, aux politiques sociales et d'égalité depuis septembre 2014, mais elle est également, et elle a été longtemps professeure associée au département des politiques sociales de l'université Panthéon d'Athènes, où elle enseigne sur les questions de genre, les politiques sociales et les politiques d'égalité. Elle a auparavant eu différentes responsabilités au niveau national sur ces politiques, mais également au niveau de la Commission européenne pendant plusieurs années, où elle a fait partie de ces fémocrates, comme on les appelle, qui imposent par différents biais et avec beaucoup d'opiniâtreté l'agenda sur l'égalité. L'égalité réelle stagne en Europe. Selon l'Institut européen pour l'égalité, qui publie un index de l'égalité, c'est une évolution d'escargot. De plus, ces progrès sont directement menacés par les partis extrémistes dont certains sont au pouvoir. Près de 30 ans plus tard, le monde n'est plus le même. Les leaders populistes sont au pouvoir aux États-Unis, dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est, en Italie, ailleurs en Europe. Des épisodes populistes entraînent des réactions irrationnelles de la classe politique qui se sont menacées par le questionnement de sa légitimité. Dans ce tsunami de simplification des problèmes complexes que nous vivons, la manipulation n'a ni limite ni frontières, et les acquis, notamment en matière de droits des femmes, sont une cible privilégiée. Ainsi, l'appel du parti de droite qui vient d'entrer au Parlement en Andalousie, c'était juste mentionné tout à l'heure, de supprimer les fonds d'aide aux victimes de violences domestiques. Dalasne Irigoyen, qui est doctorante de l'Université du Pays Basque à San Sebastián, dans le programme d'études féministes et sur le genre, et qui a initié son parcours mixte également dans le domaine des droits des femmes en travaillant pour les Nations Unies autour de la thématique de la CEDEF, et qui a donc est l'auteur de cette étude pour Gender 5+, sur les élections au Parlement européen 2019 vers la démocratie paritaire en Europe. On constate que les femmes sont d'une façon systématique et d'une façon continuée surreprésentées en politique, mais aussi, comme Maria le disait, dans tous les domaines, en fait, dans les domaines économiques et d'autres domaines de la société. Donc, ça veut dire que
la légitimité et le fonctionnement du système démocratique en soi sont remises en question quand les femmes ne sont pas là. Je ne savais pas tout ça. Et donc je me pose la question, comment ça se fait, comment faire pour que toutes les femmes qui ne font pas forcément de politique, qui ne sont pas dans certaines instances, qui n'ont pas connaissance, qu'elles soient au courant de ce que vous venez de dire? À mon avis, il n'y a qu'un moyen, c'est de parler avec ses copines, avec les copains, avec les ex, avec tout le monde, quoi. Vraiment, ça vaut la peine d'appeler tout le monde. Ma cousine, je ne lui ai pas parlé depuis longtemps, est-ce qu'elle va voter? Aujourd'hui, on a évidemment un très beau panel pour répondre à cette question. Patricia Lamotte, déjà vous êtes en notre compagnie, assistante de la directrice générale adjointe de la DG Connect. Moi, je travaille dans un secteur, le numérique, qui est a priori un secteur plein d'ingénieurs, assez largement masculin, et pourtant, il y a quand même des femmes de plus en plus dans les comités de direction, notamment, et je pense qu'on peut quand même saluer là, le fait que l'Europe a été relativement pionnière dans l'imposition de quotas. Alors les quotas ont les avantages et les inconvénients. La Commission a décidé d'avoir une approche plus volontariste. Et maintenant, on a un quota de 40% de femmes dans les postes de direction. Et ces quotas, on en a parlé aujourd'hui au collège, les quotas sont atteints. Donc ça veut dire que maintenant, dans tous les postes à responsabilité de la Commission, on est sur 40% en moyenne de femmes. Et donc on fait aussi progresser des femmes pour qu'elles arrivent progressivement, on les met dans le pipeline, comme on dit, on les prépare à arriver dans les positions de management. Isabelle Chimitlin, bonjour. Vous êtes directrice de l'école vétérinaire de Toulouse et ancienne directrice générale adjointe de l'alimentation, qui est un secteur évidemment très important, qui va nous permettre de parler de la santé, des animaux, etc. L'Europe a contribué à améliorer considérablement la sécurité sanitaire, à prendre en compte le bien-être animal, à prendre en compte l'environnement. Et je peux vous dire que les industriels ont suffisamment râlé parce qu'effectivement c'était des contraintes pour eux. Alors encore une fois, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au lieu de communiquer positivement sur tout ça, mais ça n'intéresse personne, ça, on communique sur effectivement la fraude, les choses le scandale, et on oublie de dire qu'en l'occurrence dans ce dernier scandale, grâce au système d'alerte rapide qui est en place au niveau européen, on a pu identifier et retirer du marché la plupart des viandes qui avaient été mises sur le marché. Ce qui ne serait pas possible s'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait pas tout ce qui avait été mis en place. Voilà. Nous sommes également avec Karine Gavant, bonjour. Vous êtes directrice du programme de la Fondation européenne pour le climat qui finance des ONG justement sur ce changement climatique au féminin en quelque sorte. Les femmes, elles sont en première ligne sur les impacts des changements climatiques. Ça, c'est une certitude. On le sait notamment, et c'est relativement bien documenté pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est. Et c'est pour des raisons qui sont assez simples. C'est parce que ce sont elles qui sont les plus proches des ressources qui subissent les effets des changements climatiques. Donc ça veut dire les inondations, les sécheresses, la raréfaction des terres. Il y a tout un tas d'impacts qui les touchent personnellement. Mais pourquoi elles? C'est parce que c'est elles en général qui sont responsables de la production agricole et alimentaire et qui s'occupent de subvenir aux besoins de la famille. Et du coup, elles vont être particulièrement impactées par les bouleversements climatiques qui sont déjà en cours dans ces régions et qui vont ne faire qu'augmenter, ça c'est une certitude. Ce qu'on voit moins documenté, c'est ce qui se passe en Europe, parce qu'on sait que le dérèglement climatique, c'est un facteur qui va exacerber les inégalités, y compris les inégalités de genre. Et ces inégalités de genre, on les connaît aussi en Europe. Et puis, avec nous aussi, Odile Quintin, présidente du Cercle Erasmus, parce que l'éducation, c'est pour les filles, par les filles, de plus en plus. Et là, ce que veulent les femmes aussi, ça importe beaucoup. On voit qu'il y a chez les femmes toujours la préoccupation de l'emploi, la préoccupation de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, fortement liée à l'emploi par ailleurs, et les éléments sociétaux, y compris l'environnement. Donc on le voit assez fortement dans les enquêtes qui concernent les femmes. Un des succès d'Erasmus, c'est de connaître l'autre et l'autre. La mobilité. Et ils sont pas uniquement la mobilité. La mobilité, pour eux, la principale réussite d'Erasmus, c'est d'avoir appris à connaître la vie des autres. Et les filles
quand elles ont pu faire des apprentissages dans des domaines qui ne sont pas leur tradition, pour elles, l'Europe, ce dont elles attendent, c'est l'ouverture vers autre chose. Alors, des questions par là et par là. Mais dans ce genre de réunion, une chose me frappe, on n'aborde jamais, j'ai envie de dire, de grandes visions d'avenir et même carrément l'impensé. Alors il reste absolument impensé, il n'est pas examiné. Si je vous dis ça, c'est parce que quoi qu'on veuille, on ne peut obtenir des droits solides et constants que quand on construit soi-même l'institution qui va les reconnaître. Et si nous sommes des consommatrices d'Europe, mais insuffisamment des productrices, ben nos droits, ils seront traités... voilà, bon. Attends, il faut qu'on se transforme de mentalité. Nous, les femmes, pas seulement tout le monde, nous dit, ben oui, mais ça concerne aussi les hommes. Mais non, le problème, c'est qu'il faut que les femmes assument la pleine souveraineté, y compris européenne, qu'en tant que citoyennes, elles ont à exercer. Hein, et on en est très loin du compte. Il faut qu'on devienne les Schuman, les de Gasperi, les choses. C'est ça qui... Alors, la première présidente du Parlement européen, c'était Madame Veil. Mais madame, moi je m'en moque des personnels politiques. Le souffle politique manque chez les femmes pour l'instant. Et c'est ça, à peine les élections... les sondages. À peine les élections terminées, c'est à ça qu'il faut qu'on s'attache. Très bien. Très bien. Voilà, les tables rondes que nous avons eues, les interventions que nous avons entendues, nous ont montré pourquoi nous sommes toutes concernées par l'Europe. Mais l'Europe doit aussi être concernée par les femmes. Je pense que vous en êtes d'accord. On l'a rappelé, l'égalité femmes-hommes est une des valeurs socles de l'Union européenne. Il est donc crucial de rappeler aux États et à l'Union européenne que ces valeurs existent. Mais il est surtout et avant tout important de le faire savoir aux femmes, on l'a dit, pour qu'elles aillent voter. Je ressors de ce colloque avec un peu plus d'énergie encore que j'en avais au départ. Je trouve que la salle est formidable. Il me venait à l'esprit en vous entendant, c'est que, comment dire, on n'est pas toutes convaincues, on n'est pas toutes converties au féminisme. C'est dommage, mais on a besoin de militantisme. Et comme Madeleine Albright le disait, il y a une place en enfer réservée pour les femmes qui n'ont pas soutenu les femmes. Et ça, je crois qu'il faut qu'on arrive à en persuader les gens autour de nous, parce qu'il y a encore bien des femmes qui ne soutiennent pas encore cette cause qui est une cause d'avenir. Si on était particulièrement heureuse en tant que Gender 5+, de travailler avec le lobby, c'est parce que nous avons des objectifs très similaires, que nous savons que, quels que soient les résultats de la prochaine élection, que nous ayons la parité que nous souhaitions tant, mais non seulement la parité quantitative, mais une parité qualitative aussi, sur la qualité des femmes qui s'engagent en faveur du combat des femmes dans le prochain Parlement, ou que nous n'ayons pas cette parité. Il nous faudra combattre, et combattre plus fort encore, parce que nous sommes véritablement dans ce qu'on appelle une phase de backlash sur les droits des femmes à l'heure actuelle, et nous avons besoin de toute votre énergie pour continuer. L'Europe est vraiment l'allié des femmes, nous l'avons entendu, c'est l'Europe qui a fait avancer les choses, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est absolument magnifique, le statut de la femme européenne est un statut envié dans le monde entier, ça je ne l'ai pas beaucoup entendu, mais il faut en être conscient, c'est la femme européenne a énormément, alors il y a beaucoup de choses qui vont pas, c'est très certain. Ceci dit, elle a le meilleur statut qui puisse être à travers le monde. Pourquoi est-ce que les femmes vont moins voter que les hommes aux élections européennes, 12% de moins? Pourquoi? Oh, de toute façon, l'Europe est très loin, je n'y comprends pas grand-chose, on ne me demande pas mon avis, et donc, que veulent les femmes? Il faut absolument que nous arrivions à trouver le moyen de le savoir, ce que veulent les femmes. Et je crois qu'il faut aussi aller chercher les femmes qu'on n'entend jamais, parce que précisément, ce sont celles qui ne vont pas voter. Si vous voulez, quand on vous demande jamais ce que vous attendez de quelque chose, pourquoi voulez-vous vous déranger? Alors, elles ne savent pas que l'Europe est leur allié principal, et elles ignorent ce qui s'y passe. Donc elles n'y vont pas. Et je crois qu'il faut vraiment faire un travail vis-à-vis de l'ensemble de ces femmes des territoires, et c'est ce que nous allons faire d'ici les élections et au-delà des élections, parce que c'est le rôle de Citoyennes pour l'Europe. Venez nous aider, il y a un travail considérable à faire. Considérable. Merci.